Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 11 février 2024. Révision de la Constitution, modification du code électoral, parrainage des futurs candidats à la présidentielle de 2026, troisième mandat, retraite d'office de certains fonctionnaires, sanctions contre le Niger et leurs conséquences. La situation au Sénégal, tout a été évoqué lors de sa dernière sortie médiatique. Patrice Talon a animé une conférence de presse jeudi dernier au palais de la Marina. On retient qu'il part en 2026 et n'a besoin, s'il vous plaît, de personne pour assurer ses arrières. Décryptage avec mon invité média à suivre. Il s'agit de Bonaventure Agbon. Il est le directeur de publication du quotidien Pays Émergent. Si vous êtes motocycliste, conducteur de taxi, moto ou pas, sachez qu'à partir du mois prochain, le non-respect des couloirs de circulation, les surcharges, la communication au guidon, le non-port de casque ne seront plus tolérés. La police républicaine annonce une opération de répression contre ceux qui s'adonnent à ces pratiques à risque sur les axes routiers. Les sanctions seront sans complaisance. Aubin Adoukonou est le directeur donc général du Centre national de sécurité routière. Il viendra nous en dire plus. Sergi Bességan est notre artiste de la semaine. C'est l'une des voix qu'on retrouve dans la tendance actuelle. Il a été nominé meilleur artiste de l'année 2023 grâce à son single Aïe. Ses débuts, son parcours et ses projets vous seront dévoilés au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer tous les dimanches quand il sonne 13h. Si vous êtes prêts, eh bien, le grand format, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, une messe d'action de grâce pour rendre donc les derniers hommages au regretté président du Conseil économique et social, Augustin Tabegbian, qui a été rappelé à Dieu le 27 décembre 2023. La messe a eu lieu en présence du chef de l'État Patrice Talon. On en parle dans un instant. On parlera également de la sortie de la 4e promotion du certificat en analyse et en évaluation des politiques publiques du Centre d'études sociologique et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. L'UEMOA, le PNUD et la CEDEAO ont soutenu l'initiative. Images et reportages à suivre. Assure également le point de la séance de change entre le conseil communal de Zakpota et l'équipe de direction de l'ONG Centre d'études et de recherche et d'intervention pour le développement. La rencontre a servi de cadre au lancement de la phase finale du concours du village le plus propre de la commune de Zakpota. On démarre avec le point de l'actualité. Ses collègues et toute la nation béninoise lui ont rendu leurs derniers hommages. Précédemment président du Conseil économique et social du Bénin, Augustin Tabegbian est décédé le 27 décembre 2023. La messe d'action de grâce a été organisée à l'église locale Shalom de Gbeto à Cotonou. C'était en présence du chef de l'État et les membres de son gouvernement. Reportage. Décédé le 27 et inhumé le 30 décembre 2023, le président du Conseil économique et social, Tabegbian, reçoit ici dans ce temple ses derniers hommages. Du président Patrice Talon, accompagné de plusieurs autres membres de son gouvernement, aux membres du Conseil économique et social du Bénin, en passant par les délégations des conseils économiques et sociaux de plusieurs autres pays, c'est un parterre de personnalités qui a répondu présent à cette cérémonie. En ce moment solennel d'adoration, sans casquette d'autorité, ils ont suivi religieusement le culte d'action de grâce de l'illustre disparu. Louanges, adoration, prédications et prières sont les moments forts de cet hommage. Tout au long de la vingtaine d'années d'expérience qu'il a passé au sein du Conseil économique et social et particulièrement durant les 9 années et 6 mois en qualité de président de l'institution, M. Tabegbian s'est singularisé par sa grande humilité, son esprit d'écoute et de dialogue. Je voudrais réitérer au nom de l'ensemble des conseils, du personnel administratif et militaire du Conseil économique et social et en mon nom personnel, mes sincères condoléances à la famille Bian. Il nous faudra certainement du temps pour réaliser qu'il nous a effectivement quittés, pour répondre à l'appel de notre Créateur. Nous ne cesserons de vous remercier pour vos prières,
vos soutiens et votre disponibilité. Quoique difficile, chers tous, laissons papa poursuivre tranquillement et paisiblement son voyage. Que Dieu accorde à nous, ses enfants, le courage de poursuivre au mieux son exemple et son héritage. Des témoignages sur sa bonne foi, son sens d'humilité et sa qualité de serviteur de la nation sont ici rappelés. Une disparition assez difficile pour les personnes qui l'ont côtoyé. Il fait tout pour qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas de difficultés dans le pays. On vient de le perdre, mais c'est dommage. J'ai assisté avec beaucoup de peine à cette messe-là. Le peuple Batomou vient de perdre un de ses plus grands défenseurs. C'est dommage, j'espère qu'il n'est pas irremplaçable et que quelqu'un fera comme lui. Que Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient, accueille le président Brian Tabé dans son royaume, veille sur les siens, son époux, ses enfants et tous ceux qui lui sont chers. Mais ça, il le mérite vraiment. Cette messe d'action de grâce a pris fin par une bénédiction à la famille du défunt. Quelques heures avant ce culte, les membres du bureau du Conseil économique et social ont accueilli au siège de l'institution les délégations des conseils économiques et sociaux de plusieurs autres pays avant leur départ pour l'Église. Et pendant ce temps, le président du Conseil économique, social, environnement et culture de la Côte d'Ivoire a effectué ce vendredi une visite au Conseil économique et social du Bénin, ceci pour présenter ses condoléances aux membres du bureau de l'institution qui a été secoué par la disparition de son président. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du CES à Cotonou. Reportage. À moins de 24 heures des hommages de l'illustre président du Conseil économique et social du Bénin disparu, le président du Conseil économique, social, environnement et culturel de la Côte d'Ivoire, accompagné de plusieurs autres délégations, notamment du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo et du Sénégal, a rallié Cotonou. Aussitôt venu, il a effectué une descente au siège du Conseil économique et social du Bénin avec sa suite pour un but bien précis: présenter ses vives condoléances aux membres du bureau de l'institution marqué par la disparition de l'illustre Tabé Gbian. Accueilli en liesse au siège de l'institution, le numéro 1 du Conseil économique, social, environnement et culturel de la Côte d'Ivoire s'est aussitôt mis à la tâche qu'il s'est lui-même assignée: rendre sa part d'hommage au feu président Tabé Gbian. Il y a des moments où les mots se trouvent être insuffisants pour traduire ce qui est ressenti, surtout lorsque nous vivons un tel déchirement, consécutif au départ aussi brusque qu'inattendu. Je sais qu'en ces douloureuses circonstances, votre affliction est grande et que les paroles, aussi réconfortantes soient-elles, ne sauraient vous être d'une quelconque consolation. Je voudrais néanmoins sacrifier à un devoir de compassion en vous présentant, ainsi qu'à tous les membres du Conseil économique et social du Bénin, mes condoléances les plus attristées et celles des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Il a aussi fait un bref aperçu sur les différents liens et ses rapports de collaboration et moments de partage avec l'ancien président Tabé Gbian. Il a par ailleurs offert aux membres du bureau du Conseil économique et social ainsi que les représentants des autres délégations le livret conçu pour la circonstance et qui est intitulé Hommage à Augustin Tabé Gbian, président du CES du Bénin. Tout comme lui, le vice-président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo et la représentante du Conseil économique et social, environnement et culturel du Sénégal se sont aussi donnés à l'exercice pour témoigner leur compassion aux proches du feu président du CES. Je voudrais en son nom vous présenter les condoléances de M. Abdoulaye Daouda Diallo, également des membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, des conseillers de l'administration. À la fin des échanges, les invités ont à tour de rôle procédé à la signature du cahier de condoléances avant de prendre départ pour le domicile du défunt. Ceci pour apporter leur soutien à la famille de ce dernier.
Investir dans les jeunes entreprises en Afrique, soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial, c'est la dénomination d'un projet qui a fait l'objet d'un atelier national de concertation au Bénin. Les acteurs concernés se sont retrouvés à Cotonou mardi dernier pour s'accorder sur les activités à mettre en œuvre au profit des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Le projet exécuté dans 5 pays d'Afrique, à savoir l'Afrique du Sud, le Kenya, le Sénégal, le Togo et le Bénin, vise à contribuer à la création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes. Les précisions sont avec Teddy Goudalo. À cet atelier national de concertation sur le plan d'action du projet dénommé « Investir dans les jeunes entreprises en Afrique », soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial en abrégé IBACID qu'accueille le Bénin, des organisations de la société civile, des responsables communaux, les bailleurs et bien d'autres acteurs. Ce projet vise essentiellement à capaciter l'entrepreneuriat au niveau des jeunes, mais en passant par les écosystèmes entrepreneuriaux. Si le jeune peut trouver dans l'écosystème entrepreneurial tous les services dont il a besoin, l'hypothèse forte faite dans ce projet est que ce jeune pourra développer son entreprise et les entreprises dans ce cadre auront un faible taux de mortalité. Donc l'objectif essentiel de ce projet, c'est vraiment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et donc depuis août 2023, nous avons démarré la phase de concertation, des échanges. Il y a eu des ateliers départementaux pour restituer les résultats des différentes études pour pouvoir choisir, identifier et choisir les secteurs prioritaires dans lesquels le projet doit vraiment activer son plan d'action pour booster la promotion et la culture entrepreneuriale dans nos collectivités territoriales décentralisées. Le projet Investir dans les jeunes entreprises en Afrique, soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial, intervient dans 5 pays d'Afrique. L'organisation néerlandaise de développement SNV et Expertise France s'occupe de la mise en œuvre du projet IBACID au Bénin avec comme bailleur principal l'Union européenne. On a fait une tournée dans ces 24 communes du sud du Bénin qui ont très bien accueilli l'idée, qui sont très favorables à travailler sur le développement de leur économie locale. Et on a rencontré aussi des acteurs publics et privés dans ces communes pour voir comment on pouvait travailler avec ces jeunes entreprises. Il y a des initiatives qui existent déjà. Il ne s'agit pas de partir de zéro, mais plutôt d'accompagner les dynamiques. Il faut dire qu'il y a 3 universités qui impactent cette zone d'intervention. C'est l'UAC, l'Université d'Abomey-Calavi, l'UNA, qui est une université thématique, l'Université nationale d'agriculture dont le campus est à Porto Novo, et également l'UNESTIM, qui est une université thématique qui parle des technologies, de l'informatique et des mathématiques, dont le campus est à Abomey, mais a une représentation dans le Mono, où nous avions déjà démarré un certain nombre de travaux avec les jeunes de cette université. Le projet est déployé dans les départements du Mono, de l'Atlantique, du Littoral et de l'Ouémé. Il sera exécuté pendant 4 années avec comme cible les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Et parlant toujours d'entrepreneuriat, sachez que le pôle Biovalor, initié par la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi et ses partenaires, entre dans sa phase d'opérationnalisation. Comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est un espace de 10 hectares situé dans la commune de Zé qui abrite son site de production et d'expérimentation. L'inauguration du pôle soutenu par l'Agence française de développement a été faite le jeudi 8 février dernier à la faveur d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi met sur le marché de l'emploi la 4e promotion du certificat en analyse et en évaluation des politiques publiques. C'est à travers une cérémonie qui s'est déroulée le vendredi 8 et 9 février 2024 à l'Université d'Abomey-Calavi. L'UEMOA, le PNUD et la CEDEAO ont parrainé l'initiative. Les précisions sont avec Teddy Goudalo. Les uns ignorants, les autres moins ignorants de la question de l'évaluation des politiques publiques, les voici transformés et arborant fièrement leur titre d'évaluateur. Ceci grâce à ce certificat en analyse et en évaluation des politiques publiques. Un parchemin qui vient sanctionner plusieurs mois de formation au sein du Centre d'études sociologiques
et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Le CESPO, en tant que centre de recherche et d'enseignement supérieur spécialisé en questions publiques, a pour mission de former des professionnels compétents et engagés, capables de relever ces défis. Vous faites partie de cette nouvelle génération de leaders, de décideurs et de penseurs sur les questions relevant des politiques publiques. Mais n'oubliez pas que votre apprentissage ne s'arrête pas ici. La vie est un processus d'apprentissage continu et il est important de rester curieux et ouvert d'esprit. Parrainée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, cette 4e promotion du certificat en analyse et évaluation des politiques publiques compte une trentaine de récipiendaires. Durant leur parcours, ils ont acquis des compétences dans divers domaines. Il s'agit des caractéristiques d'une offre technique et financière, la rédaction d'un rapport d'évaluation, le management opérationnel des politiques publiques et l'analyse des thèmes de référence. Je n'ai pas hésité à apporter mon appui pour la simple raison que les politiques publiques actuelles contiennent une dimension régionale importante. Nous avons décidé dans le cadre de nos communautés, que ce soit à travers l'UEMOA ou à travers la CEDEAO, de céder une partie de notre souveraineté pour l'avènement d'une communauté. La fierté du recteur est grande parce que le choix de l'université d'instaurer ce certificat s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire de l'évaluation des politiques publiques un réel instrument d'aide à la décision pour une meilleure performance des projets et programmes de développement. Cette nouvelle génération de cadres que vient mettre sur le marché le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi est désormais apte à mettre son savoir-faire au service de la communauté scientifique. On en vient maintenant à cette séance d'échange entre le conseil communal de Zakota et l'équipe de direction de l'organisation non gouvernementale Centre d'études, de recherche et d'intervention pour le développement. La rencontre a servi de cadre au lancement de la phase finale du concours du village le plus propre de la commune de Zakota. L'initiative est à sa deuxième édition et vise à faire maintenir dans les communautés les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. On voit ça avec Imet Elena Moussou. Concours du village le plus propre de la commune de Zakota. La compétition qui est à sa deuxième édition cette année est officiellement lancée. L'idée émane de l'organisation non gouvernementale Centre d'études, de recherche et d'intervention pour le développement, série d'ONG. Elle vient comme pour évaluer l'impact des 10 dernières années d'action menées dans la commune en collaboration avec l'UNICEF en vue de mettre fin à la défécation à l'air libre ainsi que d'autres initiatives en matière d'assainissement et d'hygiène. Depuis 2014, série d'ONG avec l'appui de l'UNICEF accompagne les communautés pour les amener à adopter les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement de base et pour que les villages mettent fin à la défécation à l'air libre. Donc c'est cela qui nous a amené à instituer une compétition pour primer, distinguer chaque année le village le plus assaini, le village qui a le plus d'infrastructures sanitaires, le village qui a le plus de dispositifs de lavage de mains, le village qui a prouvé ses capacités, ses compétences dans le domaine de l'assainissement, de l'hygiène de base. À long terme, l'initiative vise à maintenir dans les communautés les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Cette année, pour la phase sélective, qui est la phase finale, 8 villages sont sur la liste. Ils ont été retenus à l'issue d'une étape ayant connu la participation de près de 27 localités. Ces dernières ont été elles aussi identifiées au thème d'une précédente phase à laquelle ont participé 62 villages. Les critères de sélection sont définis ainsi qu'il suit. Il y a le critère de latrinisation au niveau des localités. Il y a le taux de couverture en latrine, le taux d'amélioration en latrine au niveau de chaque localité pour en faire sortir le nombre total de latrines au niveau du village. Après ça, il y a le volet assainissement. L'assainissement du cadre de vie, l'assainissement des voies d'accès au ménage et l'entretien des latrines. Nous avons enfin le volet
DLM, utilisation des dispositifs de lavage des mains au niveau des ménages. Nous allons aussi voir combien de dispositifs de lavage des mains sont installés pour enfin faire le point global de chaque localité et de chaque village pour finalement sélectionner le village qui aura plus de points. Je voudrais déjà par ici dire tous nos engagements, mes engagements propres et ceux du conseil communal. Il n'a pas eu du tout de financement, mais cela ne l'a pas empêché d'évoluer. Et je profite en même temps pour lancer un appel à nos partenaires techniques et financiers pour que demain cela soit généralisé et que ça soit des éditions répétées. Pour cette étape finale, le processus ainsi lancé prend définitivement fin le 15 février prochain. Cérémonie de présentation de vœux du nouvel an, on en parle toujours. Les filles et fils de Zanyanado se sont retrouvés pour sacrifier à la tradition. C'était également l'occasion pour discuter des défis à relever en vue du développement de cette commune du département du Zou. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale, comme vous pouvez le voir dans ce reportage. Chef de village ou de quartier de Zanyanado, maire honoraire, sympathisant, sont réunis dans ce cadre autour du docteur Isidore Mouedo pour une cérémonie traditionnelle, la présentation de vœux au titre de la nouvelle année. Santé, prospérité, promotion, divers souhaits ont été échangés entre les personnalités de cette commune. Cette cérémonie a une particularité, on ne s'est pas réunis pour fêter, boire et puis se disperser. Nous avons passé en revue les problèmes de la commune, comment nous devons faire pour que la commune de Zanyanado amorce un développement. Et nous avons été contents, les CV qui étaient là, ils ont vraiment posé des problèmes réels. Instant festif, cette rencontre a également pris l'allure d'une séance de travail, des discussions ayant été ouvertes au sujet du développement de Zanyanado. Donc le docteur a su, après maintes analyses, il a su organiser le rassemblement des fils de Zanyanado. Ça, c'est délicat. Que Dieu le garde. Parce que Zanyanado, la commune mère du pays Agoni, est laissée pour compte. Au sorti de ce rassemblement des fils et filles de Zanyanado initié par le docteur Isidore Mouedo, au bout des lèvres des participants, la satisfaction est remarquable. Il a voulu que nous, chefs quartier, chefs village de la commune, nous l'aidons à relever le défi. Nous l'aidons à accompagner ces actions pour que Zanyanado connaisse un développement durable. Cette cérémonie s'est achevée par un partage de repas précédé de distribution de paille aux différents fils et filles de Zanyanado. Les yeux sont désormais tournés vers la prochaine édition. C'était donc le dernier sujet du point de l'actualité. On va évoluer dans le programme avec la page invitée qui va s'ouvrir dans un instant. On va commencer à parler de cette répression annoncée par la police républicaine dans son viseur. Ceux qui prennent du plaisir à ne pas respecter la réglementation routière en vigueur au Bénin. Aubin Adoukonou, directeur général du Centre national de sécurité routière, vient nous expliquer le bien fondé de cette mesure. Notre entretien, c'est juste après la pub. Pouvez-vous nous dire si vous avez déjà entendu parler de la marque de télévision Nasco? Bonsoir, je me nomme Delphine. Oui, j'ai entendu parler de la marque Nasco. Avez-vous déjà utilisé ou possédé une TV Nasco? Moi, j'ai apprécié parce que c'est une très bonne marque et c'est la qualité. Surtout quand je vais chez ma soeur et je regarde, franchement, j'ai eu du mal à me séparer de sa télévision. Et maintenant, j'ai eu vent du promo que District Massa a annoncé. Cette semaine même, je vais prendre 32 pouces puisqu'il y a le décodeur qui est intégré.
là, franchement, ça me permettra parfois, quand je n'aurai pas l'argent d'acheter des abonnements et autres, là, je serai en train de suivre les chaînes. Comment décririez-vous l'image globale que vous avez de la marque NASCO en termes de qualité et de satisfaction du client? La qualité de l'image est non seulement claire, le son est plus... C'est qu'on est à l'aise chez soi, on n'a plus envie de sortir. Première exposition de la grande foire iranienne après la Covid-19 au Hall des Arts de Cotonou. La foire iranienne est heureuse de rouvrir ses portes pour le bonheur du peuple béninois. Du 8 au 25 février 2024, vous êtes tous invités à nous rendre visite au Hall des Arts de Cotonou pour une exposition extraordinaire. Repartez avec des décorations d'intérieur de maisons de haute qualité, les meubles, les tapis de maison, les lustres, les bijoux pour hommes et femmes, les ustensiles de cuisine. Profitez de la grande foire iranienne du 8 au 25 février 2024 au Hall des Arts de Cotonou afin de donner un autre visage à vos maisons, bureaux et surtout, repartez avec des articles de qualité à des prix incroyables. La foire ouvre ses portes tous les jours de 10h à 20h au Hall des Arts de Cotonou. Du 8 au 25 février 2024, faites-vous plaisir. Obtenez ce que vous désirez en vous rendant à la grande foire iranienne. Foire iranienne, des articles de qualité à des prix formidables. Moto sans plaque d'immatriculation, usagers et passagers sans casque, non-respect des couloirs de circulation. La police veut désormais sévir sur les axes routiers, mais avant, une séance de sensibilisation a été organisée mercredi à l'intention des motocyclistes afin qu'ils prennent leurs précautions. Ce dimanche, le grand format s'arrête sur ce sujet pour comprendre ses contours et ses motivations. Celui qui nous en parle, c'est bien le directeur général du Centre national de sécurité routière, Monsieur Aubin Adoukono. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. Ce n'est pas pour la première fois que la police annonce la répression contre ces infractions de la route. Alors quelle est la raison qui motive donc ce réveil, on va dire? Merci monsieur le journaliste. Il faut dire que l'insécurité routière dans le monde crée beaucoup de dégâts. Et donc au niveau du Bénin particulièrement, nous avions aujourd'hui l'amélioration de nos espaces routiers et les travaux d'asphaltage ont impacté beaucoup plus sur les grandes villes. Je vais parler de la ville de Porto-Novo, la ville de Parakou, Boïcon et ainsi de suite. Et donc, vous saviez très bien que le port de casque est une obligation et nous avions fait beaucoup de sensibilisation au niveau du Centre national de sécurité routière. Vous saviez très bien que les mesures de protection qui sont et découle de la volonté du législateur à protéger les usagers de nos routes. Donc nous avions remarqué avec beaucoup de regrets que le port de casque est devenu une habitude pour les conducteurs de taxi-moto et des motos. Mais lorsque les incidents ont lieu aujourd'hui, on constate que les indices de gravité impactent beaucoup plus ceux qui sont remorqués. Et vous allez me demander pourquoi les améliorations, regardez la ville de Porto-Novo, tout ce que nous avions comme aménagement, les travaux, et donc les conducteurs ont tendance à se protéger, à éviter le risque, et laissant du coup ceux qui sont remorqués et au choc. Et donc, les excès de vitesse que nous remarquons également, on s'est interpellé au niveau du Centre national de sécurité routière, parce que lorsque les fiches nous sont renvoyées, on constate que les blessés graves aujourd'hui sont beaucoup plus ceux qui sont remorqués, parce que la conduite à deux roues est devenue la conduite la plus appréciée au Bénin, le transport étant fortement individualisé. Et donc nous avions réfléchi et on a compris, est-ce que l'État va rester indéfiniment sans action? Parce qu'au début nous avions trouvé qu'il faut d'abord une mesure pédagogique progressive, d'abord ceux qui conduisent et après ceux qui sont remorqués. Et donc, ce n'est pas que la police s'est levée, s'est réveillée, ce n'est pas ça. La police, ça fait quand même depuis 2007 que vous avez vu comment est-ce que ça se passe. Donc, nous sensibilisons, nous ne manquons pas de sensibilité, mais on a compris que sans des mesures répressives, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Donc, je suis venu sur ce plateau pour expliquer aux uns et aux autres, pour que les gens comprennent
nous ne sommes pas en train d'enquiquiner la population. Nous sommes obligés de protéger les gens avec les indices de développement, que ce soit dans le nord profond, à Tchaourou, à Abomey. Les villes urbaines sont les villes les plus améliorées. Et le transport individualisé par d'abord les 2 roues étant un transport beaucoup plus préféré, il est important que nous puissions quand même prendre ces mesures-là. Donc, la mesure répressive est annoncée par la police qui a l'obligation d'assurer le contrôle coercitif. Le CNSR a l'obligation de renforcer la sensibilisation et d'expliquer les raisons qui motivent. Donc, ce n'est pas une mesure de trop. Je voudrais profiter de votre plateau pour inviter les ONG, inviter les conducteurs, remercier d'abord les responsables des motards, les responsables des taxis-motos qui ont compris qu'il faut aider le CNSR à renforcer la sensibilisation. Nous avions donné quelques semaines encore. Il faut dire que ce que vous aviez vu en conférence de presse participe quand même d'une prise de témoin. D'accord? Nous avions échangé avec les responsables, on a beaucoup échangé avec eux, mais ce n'est pas une mesure de trop. Je voudrais que les gens respectent les prescriptions du code de la route. D'accord. Alors pour le cas d'un conducteur de taxi, moto, bon c'est normal hein, qu'il ait son casque, mais doit-il prévoir un deuxième casque pour tous ses clients qui doivent remorquer toute la journée? C'est le décret qui fait obligation que le pilote et le passager portent de classe. Donc ce que nous disons, vous imaginez que lorsque il y a souvent des cas d'accident, le scanner seul, si vous devez être amené à aller faire le scannage, ce n'est pas 6 000, ce n'est pas 8 000. Ce que nous conseillons, c'est les casques homologués. Mais quand on n'a pas encore les casques homologués, les autres casques, ça, c'est tributaire de la vitesse, d'accord, du respect de vitesse, d'accord. Et donc, ce que nous demandons, il ne faut pas voir la mesure comme une mesure contraignante pour l'usager. Non. Non, il n'y a rien de tout ça. Vous-même, vous saviez, je vous ai donné l'exemple, par exemple, du scannage. Si vous voulez aller faire du scannage, regardez le coût. Le cas, ça coûte combien au Bénin? C'est 6 000, 8 000. Si c'est homologué, c'est au moins 15 000. Donc, ce que nous disons, lorsque les accidents arrivent, mais il faut voir les conséquences qui s'y découlent. Que ça soit le passager, que ça soit le conducteur, que ça soit les opérations économiques que les gens veulent faire, c'est beaucoup de pertes énormes. Donc, je voudrais dire que nous sommes sérieux et nous ne voudrions pas que les gens continuent pas faire ces genres de commentaires. Lorsque il y a accident, les gens sont capables de sortir 100 000, 200 000 pour sauver les gens. Mais on ne demande que 6 000, 8 000 pour que les gens puissent quand même nous éviter ces gens et vraiment de tracasserie. Je voudrais profiter de votre occasion, et monsieur le journaliste, pour implorer les ONG, surtout les journalistes, à nous aider à atteindre cette cible-là. Les routes, elles sont belles, les routes, elles sont reconstruites, elles sont aménagées de type durable, mais si on ne prend pas des mesures préventives, si on ne prévient pas le risque, ce ne serait pas bien et pour quand même l'État. Et la police, elle est sérieuse. La police n'est pas en train de se réveiller. Elle est dans son rôle, dans les obligations de contrôle coercitif. Une fois que c'est annoncé, je voudrais inviter les uns aux autres à se mettre au pas. Alors, en ce qui concerne les motos sans plaque d'immatriculation, est-ce qu'au niveau de l'ANAT, toutes les dispositions sont prises pour que les gens puissent être servis sans beaucoup perdre de temps? Je vous ai déjà dit en offre qu'il y a beaucoup de plaques qui sont disponibles là, que les gens ne viennent pas prendre. On a l'impression que les gens demandent les plaques. L'ANAT a même fait des audiences foraines pour pouvoir faire les délivrances. Des mesures actuellement en cours à l'ANAT ne peut plus permettre à nous autres, au niveau de l'administration, de dire qu'il doit avoir de lenteur. Je voudrais inviter les gens à se rendre avec leurs actes. Ce qui se pose, beaucoup n'ont pas l'authenticité ou bien des actes qu'il faut pour aller se présenter. Soit ils n'ont pas conservé leur reçu, soit ils n'ont pas pris les dispositions pour que le propriétaire du véhicule, et je vais parler de l'engin, connaisse de mutation. Les autres mesures, avec le DGPR, nous avions pris l'engagement devant les responsables des conducteurs de voir notre collègue au niveau de l'ANAT pour qu'il puisse quand même accélérer. Mais pour le moment, il va falloir que ceux qui ont fait les demandes, ceux qui ont demandé tout au moins les formalités puissent se rendre là-bas pour prendre leur plaque. Les dispositions aujourd'hui sont modernes
On a pris beaucoup de mesures de digitalisation pour éviter les escroqueries, les tracasseries. Donc, on n'a pas de doute par rapport à ça. Il nous revient de prendre nos dispositions pour accompagner la mesure. D'accord. On va dire que prévoient les nouveautés apportées au code de la route en ce qui concerne l'excès de vitesse. Est-ce que c'est désormais un délit au Bénin? Oui, nous l'avions un peu expliqué parce que les mesures contraventionnelles, il y a un certain nombre de mesures qui sont aujourd'hui et qui seront prises si la loi arrivait à être votée. Oui. Si vous êtes dans une agglomération, la vitesse autorisée c'est 50. Mais nous disons ceux qui vont faire 50 km de plus que ce qui est autorisé. Ça veut dire quoi? En rade campagne, si la vitesse autorisée est à 80, vous faites 130. En agglomération, 50, vous faites 100. Mais regardez comment est-ce que les gens détruisent les édifices publics. Regardez les lampadaires que nous avions. Allez à Calavi et vous allez voir ce qui se passe. Donc ce que nous disons, c'est l'État qui a l'obligation tout au moins de préserver le patrimoine routier. Et donc, ces mesures, ce n'est pas une première et ce n'est pas seulement au Bénin. Vous prenez par exemple le code pénal, vous saviez très bien que la violation d'un feu et de tricolore oui, peut vous valoir une peine d'emprisonnement de 2 jours à 2 mois. Est-ce que vous le savez? Prenez les articles 986, 987, 988 du code pénal de 2018. Vous allez voir ça. Une peine d'emprisonnement de 2 à 3 mois pour avoir... Oui, le juge a la faculté, a la possibilité de vous priver de vos peines, de vous priver de votre liberté. Le législateur un peu dans une mesure de réguler. Il n'est pas rare de rencontrer des gens, ils vont vous dire à quoi Guinadou, je te tue, l'assurance va prendre ça en charge. Mais monsieur le journaliste, vous écoutez ça avec nous. Donc ce que nous disons, l'État est en train de prendre les dispositions législatives. Ce n'est pas un arrêté interministériel, ce n'est pas un décret, ça ira à l'Assemblée nationale, ça va connaître tout ce qu'il faut pour que nous puissions quand même nous éviter les pertes de vies humaines, les traumatismes avec l'ensemble des conséquences qui s'y découlent en termes d'économie. Et je voudrais que nous puissions quand même savoir que, autre que ça, il y a plusieurs autres mesures. Quand nous serons dans la phase de vulgarisation, on va vous expliquer les conduites en état d'ébriété. Vous voyez un peu. Entre-temps, le taux d'alcoolémie qui doit faire office de répression n'était pas défini de façon formelle. Aujourd'hui, nous avions eu 3 catégories. Nous allons vous revenir pour vous expliquer tout ce qui est dans cette nouveauté. Il faut retenir que nous avions tout au moins actualisé le code en tenant compte aujourd'hui de nos réalités. Ce n'est pas l'arrêté du colon où il y avait beaucoup de choses désuètes. Donc, ce travail-là, c'est avec l'ensemble des acteurs, avec d'abord sous l'initiative de la direction de la législation du CO et des SO. Et après ça, il y a au niveau du CNSR beaucoup de mesures que nous avions prises, des consultations. On n'a pas fini parce que tant que la loi ne va pas être votée, nous pouvons toujours apporter des améliorations. Et c'est entre autres mesures prises pour pouvoir nous obliger à être aux normes, à être ou pas. D'accord. Et puis au Bénin, alors qu'on parlait de l'obligation de paiement de la TVM avant de faire la visite technique, c'est une autre obligation qui vient renforcer la critique donc contre l'action du gouvernement. Payer la TVM avant de faire son assurance, ça fait déjà de trop pour le citoyen. Monsieur le journaliste, pourquoi vous parlez de critique? Vous savez très bien que ce n'est pas une nouvelle mesure, parce que la loi 65/01 sur l'obligation qui est faite de souscrire à l'assurance, à la police d'assurance, il y avait d'abord une ordonnance qui avait été prise. L'ordonnance qui a modifié l'article 18 et qui rendait obligatoire la détention de l'attestation de contrôle technique avant que l'assureur ne vous délivre l'attestation. C'est un peu comme on est en train de rappeler la responsabilité de l'assureur à s'assurer tout au moins de l'état technique du matériel roulant avant de délivrer. Vous saviez que de loin, via WhatsApp, les gens s'envoient les informations et on leur délivre les certificats d'assurance. Et ça ne devrait pas être pris comme une mesure. Tout ça participe de la sécurité, des mesures de protection et pour nous éviter vraiment des dommages. Donc, je crois que l'arrêté interministériel, ça a été compris, et beaucoup aujourd'hui souscrivent d'abord à leur police d'assurance et les gens viennent faire les formalités. Encore qu'aujourd'hui, les formalités sont digitalisées. Il n'y a plus question qu'on vienne s'aligner au CNSR pour payer au niveau des 3 caisses. Et donc, lesquelles mesures de dématérialisation sont appréciées par les usagers de nos routes. Je voudrais inviter les uns et les autres à comprendre que le Bénin moderne a
besoin que l'administration soit également moderne. Et donc, ce que nous faisons, c'est pour tout au moins rapprocher l'usager client de l'administration et de leur éviter des tracasseries, des corruptions, et qui en réalité sont des peines, sont des choses punissables en République du Bénin. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Aubin Adokonon, directeur général du Centre national de sécurité routière. On va dire à partir du mois prochain, la police républicaine va commencer la répression et vous serez sans doute aux côtés de la police puisque la sensibilisation est terminée. Quel va être fondamentalement votre rôle à partir du mois prochain? Le CNSR ne cesse de sensibiliser. Oui. Nous allons poursuivre la sensibilisation. La preuve, les gens sont déjà sur le terrain. Nous invitons les médias, les responsables des communes à se joindre à nous pour que nous puissions quand même maximiser l'objectif escompté qu'est d'empêcher les gens de détruire les édifices physiques, de préserver la vie tout au moins de nos paisibles populations. D'accord, merci beaucoup et très bonne journée à vous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons quitter les routes pour parler de la filière d'essence frelatée, essence donc de contrebande qu'on appelle encore le Quayos, ce secteur qui a besoin d'être réformé pour mettre ses acteurs à l'abri donc de tous ces dégâts. Quelques réformes ont été annoncées il y a quelques mois. On fera le point avec Henri Assogba, il est le président de l'association des importateurs, transporteurs et vendeurs de produits pétroliers non formel. Il nous dira ce qui a été fait. Mais avant, voici Actu sur le net avec Florence Bossa. On est calé pour la canne. La canne chez Distrimas, c'est gratuit avec les décodeurs intégrés des téléviseurs Full HD Nasco LED de dernière génération. Comment installer les chaînes gratuites sur nos télévisions Nasco? Étape 1. Branchez le câble de votre parabole à votre téléviseur Nasco. Étape 2. Choisissez la langue de votre téléviseur Nasco. Étape 3. Choisissez environnement dynamique. Étape 4. Choisissez Bénin. Étape 5. Choisissez TNT. Étape 6. Lancez la recherche. Offre disponible jusqu'au 12 février. Rendez-vous dans nos agences Distrimas Calavi, Cotonou Marina et Porte Novo. Contact vendeur 99 18 47 47. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison chap-chap. Amis d'Actu sur le net, bonjour. Pas de répit sur les réseaux sociaux. Les internautes suivent tout de près de l'actualité sous-régionale, nationale ou encore les nouveautés dans le monde du showbiz. Au Sénégal, proposition de loi portant report de la présidentielle du 25 février prochain. Un report du scrutin de 6 mois alors que le président Macky Sall est censé quitter le pouvoir le 2 avril. Les députés de l'opposition ont donc décidé de bloquer une telle proposition de loi le lundi au cours d'une séance plénière. Mais ils se verront évacués manu militari par les gendarmes pour que le vote ait lieu, repoussant ainsi la présidentielle au 15 décembre 2024. Avec à la clé une rallonge du mandat du président Macky Sall. Toute chose qui a suscité colère, indignation et mécontentement ainsi que des manifestations violemment réprimandées par les forces de l'ordre. Comme on pouvait s'y attendre, les réactions se sont multipliées très rapidement à travers le monde. Sur la page Facebook de la télévision France 24, les internautes sont nombreux à commenter la publication sur ce report. Curieusement, la CEDEAO est muette, silence radar, peut-on lire. À un autre décrit, le report est une autre forme de coup d'État, nous le savons déjà en avance. Ils vont nous faire gober un cas d'urgence devant permettre à Macky Sall de se représenter. Notre pays est devenu un royaume à cause de Macky Sall et la complicité des autorités françaises. L'Afrique continue à être malheureuse par sa façon de faire la politique. Actu sur le net, c'est également les challenges, les buzz qui retiennent l'attention. Nous avons par exemple ces challenges sur le 14 février, la fête de l'amour, colportée sur le réseau social TikTok. Je resterai dans ma chambre, en silence, et je ferai comme si je n'existais pas. Montre-moi avec qui tu vas passer la Saint-Valentin. C'est quoi ton programme pour le 14 ? Ta pomme sucrée, c'est moi. Ta pamplemousse remplie de jus, c'est moi. L'air qui circule dans tes poumons, c'est moi. Tu n'es rien sans moi. Et moi, je ne peux rien sans toi. Yeah, yeah, yeah.
Tu es né garçon. Tu dois te comporter comme un garçon. Il achète un petite fleur pour les luttes. Voilà, nous étions sur la toile avec Florence Bossa qui nous fait découvrir les commentaires des internautes sur donc un certain nombre de sujets d'actualité et également donc la Saint-Valentin qui se prépare pour le 14 février prochain. On va la retrouver dimanche prochain avec d'autres informations. Retour sur le plateau du grand format pour la suite de notre aventure. Le premier donc invité est déjà donc parti. On installe donc le deuxième qui est déjà là, Monsieur Henri Asogba. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'Association des importateurs, transporteurs et vendeurs de produits pétroliers non formels. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment se porte votre filière aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Merci d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à notre secteur et nous demander comment se porte le secteur. Au nom de tous les vendeurs d'essence, je vous dis merci. Et notre secteur se porte très bien, surtout au temps de notre cher président Patrice Talon. On n'a connu aucune difficulté en son temps. Donc notre secteur se porte très bien. D'accord. Et puis la semaine dernière, nous l'avons vu, vous avez organisé une messe d'action de grâce à l'intention des victimes d'incendies liés à l'exercice de ce métier. Pourquoi l'initiative? Bon, vous voyez, notre secteur est un secteur vraiment dangereux. Un secteur où tous les jours que Dieu fait, on doit implorer le bon Dieu. Donc, vu les dégâts qu'on a connus les années passées, il nous est revenu à partir de cette année que tous les 6 mois, bien une fois par an, nous demandons une messe action de grâce à ces hommes, à ces gens qui sont partis dans notre activité. Donc voilà la raison qui nous a poussé à initier cette messe. Parce que vous avez appris ce qui s'est passé vers la fin de l'année 2023 passé à Samekraké. Oui. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et tous les jours que Dieu fait, on ne peut jamais oublier ça. Donc vu tout ça là, on ne peut que demander une messe pour que les âmes de ceux qui sont partis là, ces âmes-là se reposent en paix. Et justement, quand on parle donc du drame de Samekraké, aujourd'hui, en son temps, il y a des réformes qui ont été annoncées par le gouvernement pour mieux protéger les acteurs. Aujourd'hui, fondamentalement, qu'est-ce qui a changé? Quel genre de réforme? Il y a des réformes qui ont été annoncées, la création des mini-stations, la reconversion des acteurs que vous êtes, ou bien la réinsertion même. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'on attend la survenue d'un autre drame? Vu l'arrivée des mini-stations, c'est salutaire. Parce que, vous savez, notre pays, depuis que le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir, notre pays a changé de visage. Donc il est normal pour que de manière progressive, on fait disparaître les bouteilles au bord des voies. Tout d'abord, pour assurer la sécurité de la population. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait l'essence. Donc, l'arrivée des mini-stations, c'est une très bonne chose pour nous, une très bonne chose pour la population béninoise. Effectivement, quel est le bilan que vous faites? Est-ce qu'aujourd'hui, l'arrivée de ces mini-stations a pu impacter positivement votre activité? Je vous dis positivement parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est quelque chose qui va assurer la sécurité de la population. Donc, tout ce que nous allons demander au gouvernement après, ou bien, oui, au gouvernement, c'est de nous aider pour que tout soit là, pour que toutes ces mini-stations soient réparties sur toute l'étendue du territoire national. Quelle est la procédure d'acquisition de ces mini-stations? Comment est-ce qu'on fait quand on veut l'avoir? Quelle est la procédure à observer par les vendeurs? Non, bon, voilà, il y a un responsable du secteur, c'est un vendeur d'essence qui est qu'on a pris les responsables
de cette association, c'est que pour la distribution des mini-stations. Et je pense qu'ils sont en contact direct avec les acteurs du ministère des Finances. Donc je pense que tout est sur de bons pieds, sur de bonnes voies, et que d'ici quelques mois, je pense que tout sera dans les normes, parce qu'en réalité, à Cotonou, on a compris que tout le monde n'est pas encore satisfait, mais vu les démarches qu'ils sont en train de faire, d'ici quelques mois, je ne vois pas qu'il y aura quelqu'un à Cotonou qui ne sera plus sans mini-station. D'accord. Il a été également annoncé, on va dire, la reconversion ou bien la réinsertion des vendeurs d'essence de contrebande. Et vous qui parlez en leur nom, en son temps, vous avez apprécié ou félicité le gouvernement pour cette initiative. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Bon, et en toute sincérité, si on parle de reconversion, on n'a encore rien eu de ce côté, sincèrement, parce que est-ce que le gouvernement, si on dit reconversion là, il y a des gens qui ne sont pas dans l'essence et qui ont eu des diplômes et qui n'ont pas encore trouvé à faire. Maintenant, si on dit reconversion, est-ce que ceux-là qui ont eu des diplômes et qui n'ont rien trouvé, dans notre reconversion maintenant là, qui on peut reconvertir? Est-ce que le gouvernement a les moyens de reconvertir ces millions de vendeurs d'essence qui a fait une autre activité, ou bien à les embaucher, ou bien à les faire trucs là dans une entreprise, ou bien dans une société? Donc, histoire de reconversion, monsieur le journaliste, et on n'a encore rien eu de ce côté. Peut-être que le président, parce que c'est un homme qui est capable de tout, positivement, peut-être que dans les années à venir, il va nous aider. En tant que président, est-ce que le président de l'association, est-ce que vous avez fait peut-être des démarches qu'il faut pour la concrétisation de ces promesses? Eh bien, est-ce que nous on a besoin de faire des démarches? Mais si le gouvernement a pris sa décision telle qu'il l'a fait, certainement qu'il a son calendrier. Voilà, parce que en ce qui concerne les mini-stations maintenant, c'est eux qui ont appelé les acteurs. Ils ont responsabilisé quelqu'un pour la distribution des mini-stations. Donc au moment où ils ont appelé quelqu'un, on n'a pas refusé. Au moment où ils nous ont dit de venir faire les enregistrements pour avoir des mini-stations, les acteurs du secteur n'ont pas refusé. Donc à tout moment, si le gouvernement nous tend la main, on dit venez vous reconduire, venez vous enregistrer ici et commencer ça, on va accueillir les bras ouverts. D'accord. Alors la commercialisation de l'essence de contrebande, ce n'est plus seulement votre champ d'intervention, il y a d'autres acteurs qui s'invitent dans le secteur, qui ne sont pas forcément connus, des autorités qui se mêlent donc à votre activité. Quel problème cela vous cause? Bon, en toute sincérité, là, il y a vraiment un problème. Il y a un problème parce que, en réalité, l'essence, le secteur là, c'est un secteur dont une autorité ou bien un homme en uniforme ne doit pas s'impliquer dedans. C'est pourtant le cas. Et on a connu quelques difficultés dans ce domaine, dans ce côté. Et bon, comme on est sur le plateau, je préfère être un peu bref, parce que tout juste après notre messe Action de grâce, on a demandé à ce qu'on assainisse notre secteur. Donc d'ici la semaine prochaine maintenant là, nous allons commencer quelques démarches envers le ministre des Finances et celle du Commerce pour que notre activité, notre secteur soit vraiment assaini. Donc je ne peux pas rester ici maintenant à citer les noms. Mais je vais vous donner seulement un exemple en vous disant que comme je vais appeler leur nom positivement, et ça ne va rien causer. Je donne par exemple l'exemple de notre ancien directeur général de la douane, M. Saka. J'ai connu cet homme, au moins il a fait 4 ans ou plus de 4 ans à la tête de cette direction. Je n'ai jamais appris chez quelqu'un qu'il a recommandé un frère, une soeur, une nièce, une belle-soeur ou bien un beau-frère dans le secteur. Je donne encore l'exemple de 2 personnes, quelqu'un qu'on appelle Marcelin Laourou. Vous savez qu'en douane, c'est un homme formidable. Mais malgré sa force, on n'a jamais appris que celui-là a recommandé quelqu'un dans notre secteur pour le protéger. Il y en a qui le font. Je donne encore l'exemple de celui qui l'a remplacé, qu'on appelle Sadek. C'est des gens qui n'ont jamais eu ça
qui n'ont jamais posé un tel acte. Et qui sont ceux qui le maintenant, mais comme on est sur le plateau, je vous dis tout à l'heure, parce que nous, on n'aura plus peur dans ce pays. Non, on est béninois, on est dans ce secteur. Nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas de retraite. Mais s'il y a un homme en uniforme parce qu'il a porté la tenue, il va gâter notre secteur et lui, à la fin de chaque mois, il va percevoir son truc. Le moment venu, on sera obligé de dire ça à celui à qui de droit c'est le ministre des Finances et celle du Commerce. Donc le moment venu, je pense qu'on va leur expliquer tout ça et ils vont nous aider à assainir le secteur. Parce que si on n'assainit pas le secteur, comment se fait-il que les stations de service peuvent faire des recettes? C'est grâce à ceux-là, le président de la République prête des impôts, apprend du moins des impôts. Il faut voir les voies qui ont été faites. Moi, je n'ai jamais imaginé dans ma vie que chez moi à Abomey, devant ma maison, il y aura un goudron et tout sera électrifié. Chez moi à Abomey, c'est comme l'Amérique. Ah oui? Oui, actuellement. Même s'il fait nuit, tu ne sauras même pas. Mais c'est parce que... Pourtant, quand on descend de l'échangeur de Baudemeil, il n'y a pas de la lumière, tout est noir. Il n'y a pas de la lumière, tout est noir, mais l'homme ne peut pas tout faire. Ça revient à vous, journalistes, de leur dire ça et puis ils vont faire chose là. Donc je dis ça tout juste pour vous dire que on est obligé d'assainir le secteur pour que les gens qui ont des stations fassent des recettes. Parce que le président vit de ça là. C'est grâce à ces impôts que ceux-là payent qu'il regarde dedans pour faire les routes. D'accord. Comment on va expliquer la différence de prix donc, de litres d'essence d'une zone à une autre? Quels sont les paramètres qui entrent en ligne de compte de la fixation de prix? Parfois c'est à 400, 500 par ici, 575 par là. Comment est-ce que vous contrôlez tout ça? Voilà. C'est là où se trouve le grand problème. Si je parle d'assainissement, voilà là où se trouve le problème. On n'arrive pas à le faire parce que il faut nécessairement un comité. On doit mettre un comité de nous, vendeurs d'essence, et puis des agents de la douane pour qu'on arrive à assainir ce secteur, pour qu'on arrive à contrôler. Parce que si on ne met pas un tel comité en place, on ne peut jamais en arriver. Parce que c'est tout un désordre. C'est tout un cafouillage dans ce domaine. D'accord. On va finir avec 1, 2, 3 mots à l'endroit de tous les membres de votre association, en quelques secondes. Non, ben, je demande à tous mes acteurs de se conformer aux règles. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a décidé de vendre l'essence à 600. Parce que si effectivement, tu remplis vraiment les formalités, avant de rentrer dans le pays, c'est normal de vendre l'essence à 600. Donc quelqu'un qui ne vend pas l'essence à 600, il faut savoir en même temps que soit il a trafiqué les bouteilles de vente, parce qu'il y a d'autres qui prennent une bouteille de 15 litres et qui vendent à la place de 20 litres. Donc, je demande à ceux-là, je demande aux acteurs de se conformer aux règles, aux lois que l'association va leur imposer pour que ceux qui ont de stations et qui paient les impôts pour qu'ils fassent des recettes, et notre gouvernement, notre président va regarder dans ça pour rendre encore plus belle la ville du Bénin. D'accord, non, pour rendre beau le Bénin. Le Bénin, alors, pour rendre beau le Bénin, voilà. Merci à vous, monsieur Henri Assogba, président de l'association des importateurs, transporteurs et vendeurs de produits pétroliers non formés. Très bon dimanche à vous. Hein. Merci beaucoup, je vous remercie. Oui. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que notre dernier rendez-vous sera consacré à l'entretien avec notre artiste de la semaine. Ce dimanche, nous sommes avec Sergi Gbességan qui sera avec nous sur ce plateau. Mais avant, on va passer au décryptage de l'actualité nationale avec notre invité média, Bonaventure Agbon, est le directeur de publication du quotidien Bénin Intelligent. On va planter le décor avec la revue de presse hebdomadaire de Assiongo Kanye Assiongo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de retrouver la revue de presse hebdomadaire. En ce qui concerne la révision de la Constitution agitée dans l'opinion publique, l'autre quotidien soulignait qu'arithmétiquement, la majorité présidentielle, même si elle forme un bloc avec ses 81 députés, pour soutenir l'initiative d'Hassan Seibou, a besoin du concours ou du vote favorable des députés du Parti Les Démocrates. Il lui en faut au moins 6 à défaut d'avoir les 28 députés
Il n'est donc pas possible au cours de cette 9e législature de procéder à une réforme constitutionnelle au Parlement sans la participation de toutes ses composantes, mouvances et oppositions. Talon livre le bloc républicain, c'est le titre qu'affichait jeudi Matin Libre, parlant de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. La Nation rapportait le chef de l'État Patrice Talon, dont les propos tenus lors de la conférence de presse du jeudi viennent confirmer le titre de Matin Libre quand il dit « Je ne souhaite plus qu'on touche une virgule de la Constitution. Touché par la Constitution, il est temps que la polémique ne continue pas d'alimenter nos vies », a lancé le président lors de la conférence de presse. Pour lui, si cette question réveille tous les démons, autant laisser le test tel quel. Pour le matin, le président Talon s'est à nouveau répété en précisant ne pas vouloir d'un autre mandat présidentiel par respect aux dispositions de la Constitution. Il est temps que la polémique ne continue pas à alimenter notre vie, poursuit-il, rapporté par Fraternité qui le cite, qui confie « Je ne suis demandeur d'aucune révision, que les modifications soient conformes à l'esprit de la Constitution et à l'éthique. Si ce n'est pas le cas, je m'inclinerai. » L'autre déclaration du chef de l'État qui intéresse Bénin Intelligent, c'est qu'il réitère son regret du départ du Niger, du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. Le chef de l'État s'est dit peiné de cette décision de l'AES. Il assure avoir pris langue avec les autorités de l'un des États pour leur dire que ce n'est pas bien. Fraternité d'écrire alors que Patrice Talon veut bien qu'une réponse soit trouvée sur l'idéal que devrait désormais défendre l'institution. Entre la libre circulation des personnes et des biens et la mission d'être les garants de la démocratie et des libertés fondamentales au vu des divergences, pour Patrice Talon, il y a lieu de revoir les prérogatives des organes de l'institution. Nous devons voir les amendements apportés. Il n'est pas question de casser l'idéal. Il vaut toujours. Et puis, dans le domaine des finances, la Nation informait que le Bénin lève 750 millions de dollars américains, des projets à fort impact de développement du programme d'action du gouvernement seront financés au titre de l'année 2024 à travers la première obligation internationale libellée en dollars US émise par le Bénin. Une opération historique qui marque une nouvelle étape dans la stratégie de financement. Le rendement de cette émission, conclu le 6 février, fait de l'État béninois le troisième meilleur crédit d'Afrique en dollars US derrière le Maroc et l'Afrique du Sud. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. Revue de presse hebdomadaire de Asiongbon Kanyi Asiongbon que nous allons retrouver dimanche prochain. Mais en attendant, en plateau, pour le décryptage de l'actualité nationale, il est déjà installé. Bonaventure Agouan, bonjour. Bonjour Idrissou. Directeur de publication du quotidien Bénin Intelligent. Merci d'être avec nous. Patrice Talon était face à la presse jeudi dernier au Palais de la Marina. Le chef de l'État a animé une conférence de presse avec les médias locaux. Alors, on va dire que notre président a commencé à trop sortir, non? Lui-même l'a reconnu. Il a dit qu'il n'a pas souvent l'habitude de s'acquitter de ce devoir de rencontrer la presse béninoise et de répondre à ses préoccupations sur sa gouvernance, sur l'actualité sociopolitique. Et donc, certains parmi nous on l'ont exprimé clairement, notamment à la direction de la communication. Et il a dit qu'il a écouté et cette doléance-là, et que c'est pour cela qu'il nous a invités. Lui-même l'a reconnu à l'entame de la conférence. 8 ans après, hein, tout à fait. Alors, plusieurs sujets ont été évoqués avec les confrères. D'abord, la révision de la Constitution. Les différentes réponses apportées par le chef de l'État à ce sujet sont-ils convaincantes pour vous?
Nous, dans notre position de journaliste, et notre rôle n'est pas de nous laisser convaincre par tel ou tel acteur politique. Notre rôle, c'est d'écouter, c'est de décrypter, c'est de rester vigilant, parce que dès lors que vous vous laissez emporter, dès lors que vous vous laissez séduire par la parole d'un acteur politique, alors vous allez sombrer dans la partialité, alors que nous avons comme devoir de rester impartial en tant que médiateur pour que la démocratie marche. Et donc, Patrice Talon s'est expliqué. On a compris qu'il a été un peu outré par toutes les interprétations tendancieuses qu'il y a eu. On a compris qu'il est même dépassé par les suspicions qui lui collaient un troisième mandat. On a compris qu'il a été sérieusement touché par tout cela et que lors de cette conférence, il a voulu montrer sa bonne foi. Il a voulu dire à ses administrés que lui n'a pas dans cette logique-là, il n'est pas dans la logique de s'octroyer un troisième mandat et que la révision technique, la retouche technique de la Constitution qui est demandée et qui agite le pays actuellement profite davantage aux députés, aux maires, ceux qui seront élus après lui, que lui n'a rien à gagner dedans. Et c'est ce que moi, en tant que journaliste, j'ai compris et de sa sortie. Maintenant, si vous demandez mon avis personnel... Alors, ça fait déjà plusieurs fois que le chef de l'État dit qu'il ne fera pas un troisième mandat. Il l'a dit, et à chaque occasion, le porte-parole du gouvernement le dit également. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le chef de l'État a du mal à convaincre donc ses concitoyens sur sa bonne foi? Oui, le chef de l'État a du mal à convaincre simplement parce que il y a un virus. C'est au-delà de lui, au fait. La question du troisième mandat est au-delà du Bénin. C'est toute la sous-région qui est atteinte de ce mal-là. Et à chaque fois, on se dit, bon, est-ce que tel, malgré ses assurances, est-ce qu'il ne va pas faire volte-face au dernier moment et nous mettre devant le fait accompli? Donc, c'est cette crise de confiance sous-régionale, je peux dire, entre les gouvernants, entre griffes démocratiquement élus et leur peuple, qui fait que le chef de l'État béninois a beau jurer, confesser, insister à plusieurs reprises qu'il ne ferait pas un troisième mandat, que personne, on a du mal à lui faire confiance. Tous les Béninois veulent voir la réalité en 2026 avant de croire. C'est tout simplement cela. Parce qu'on a vu autour de nous quelqu'un qui a dit « moi je suis partant » et qui rapidement dit « mon dauphin est décédé et moi je n'ai pas le temps de préparer un autre dauphin, donc je me représente ». Et quand c'est comme ça, vous savez, aujourd'hui, l'information voyage avec les réseaux sociaux. Ce qui se passe au Sénégal, on dirait que ça se passe à Cotonou. Tout le monde est au courant. Et donc, quand c'est comme ça, tout le monde se dit, mais quand c'est comme ça, est-ce qu'il faut faire confiance à notre chef d'État, nous aussi? Et donc, Patrice Talon est victime de cette... Et il a dit qu'on compare ce qui se passe dans la région, dans la sous-région, au Bénin, et qu'on colle cela à tout le monde. Il l'a dit. Et donc, lui-même, il en est conscient. Et le fait que Patrice Talon, lui-même, au début, dit qu'il veut faire un mandat, et après, on en vient à deux. Cela a joué tout à fait, cela, parce qu'on se rappelle très bien qu'il disait qu'il allait faire le mandat unique comme exigence morale pour montrer qu'en un an, on peut faire le job. Et son volte-face, son entre-griffe par jus en 2011, j'ai bonne mémoire, fait aussi que, d'abord sur les réseaux sociaux, vous lisez clairement, les gens lui disent, c'est la même personne qui vous a dit, je ne ferai qu'un seul mandat, qui est en train de dégrainer son deuxième mandat, et qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas entamer un troisième mandat. Donc il y a cela aussi qui joue sur la parole du chef de l'État qui devrait être sacrée. Et donc ça fait que les gens, beaucoup de Béninois doutent, ne veulent pas croire, ils veulent croire la réalité de 2026. D'accord. Il dit qu'il ne veut pas qu'on touche à une seule virgule donc de la Constitution, mais il est favorable donc qu'on organise la présidentielle avant les communales et les législatives. Comment cela est possible? Donc il a reconnu effectivement que la révision de 2026, il y a quelque chose qui a échappé à l'Assemblée nationale. La question du calendrier électoral. Et aujourd'hui, on découvre qu'il y a un chevauchement. On doit organiser les communales avant et après la présidentielle. Alors que nous sommes dans un régime présidentiel où l'élection du président de la République devrait prédominer sur les autres élections. Et ça, il a reconnu que c'est une faiblesse
c'est un aspect majeur qu'on n'a pas vu venir, auquel on n'a pas fait attention en 2019. Oui. Et là, aujourd'hui, ça pose un grand problème parce que la constitution du 11 décembre 90 a fait plus de 30 ans avant d'être touchée. Et puis, on a fait une révision qui a abouti en 2019. Oui. Et en 2024, on évoque une nouvelle révision. Vous voyez le temps, c'est trop serré par rapport à la Constitution qui est quand même restée en vigueur depuis 90 et qui a fait ses preuves. Oui. Donc, les gens se disent, mais qu'est-ce qui urge? Qu'est-ce qui presse aujourd'hui qu'on veuille encore retoucher à la Constitution? Est-ce que ce n'est pas la question du 3e mandat? Donc, il y a tout ça, ces analyses-là qui font que les gens sont méfiants. Et moi, je pense que parce que lorsque vous voyez la société civile, vous voyez tout ce qui se passe, il y a des têtes pensantes. Je prends Robert Dossou et autres qui se sont prononcés contre cette initiative-là. Je pense que si on veut apaiser le pays, parce que la sous-région, l'actualité sous-régionale est assez explosive, si on ne voudrait pas en rajouter, je pense que, bon, les députés ont... C'est dans leur rôle de voter ou non, de tout ça. Mais s'ils proposent, s'ils votent la révision, nous, en tant que peuple, on accepte. Mais je pense personnellement qu'on ferait mieux de trouver d'autres solutions et de faire les élections en l'état pour ne pas enrhumer la quiétude, la paix sociale. Parce qu'il y a tellement de la réticence autour de ce projet-là, de suspicion. Et je pense que pour rassurer les gens, et personnellement, j'aurais recommandé qu'on soit à ce projet-là et que, même si la loi, même si les tests que nous avons actuellement sont contraignants. Soit à ce projet, est-ce que le chef de l'État n'en a pas le pouvoir, puisque celui qui l'a introduit au Parlement, il est du bloc républicain, donc l'un des partis qui soutiennent le chef de l'État, est-ce que le chef de l'État n'a pas le pouvoir de dire retirez-moi cette histoire de la commission de loi? Non, on le dit, ce serait la preuve de la vassalisation, de la soumission de ses partisans, même s'ils sont du même camp que lui, mais s'ils sont partisans de sa gouvernance, cela ne veut pas dire, on demeure quand même dans un régime de séparation des pouvoirs. Et puisque le projet, on connaît la procédure en la matière, les députés ont la liberté de la voter ou de la rejeter. Donc le chef de l'État s'est exprimé, lui il a donné sa position publiquement et tout le monde l'a vu. Donc désormais la balle est dans le camp des députés qui peuvent adopter ou ne pas adopter. Je pense qu'il ferait mieux, comme d'ailleurs il le fait, de laisser le projet suivre le processus en la législative et on verra si les députés vont l'adopter ou pas. Mais je ne serais pas d'accord que le chef de l'État dise enlevez-moi cela, parce qu'il y a quand même l'indépendance des institutions. D'accord. Quelle lecture faites-vous, on va dire, de la posture donc, de certains membres de la grande famille présidentielle qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette démarche, notamment Moël Bénin et Renaissance nationale? C'est comme je l'ai dit, ils sont avec le chef de l'État. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent accepter, quand on est ami, quand on est proche de quelqu'un, pour être un ami efficace, un ami honnête, c'est qu'on lui dit, qu'on éprouve le courage de lui dire parfois ces cas de vérité, de lui dire, cher ami, sur tel sujet, voilà mon opinion, qui demeure mon opinion, vous pouvez la prendre en considération ou pas. Donc ceux-là se sont exprimés contre le projet, la proposition, et je pense que c'est de leur droit. C'est de leur droit de dire vraiment, Monsieur le Président, au regard du contexte, nous proposons que ce projet-là n'aboutisse pas. Nous voudrions qu'on ferme ce dossier-là pour quand même préserver la paix, parce qu'il y a quand même beaucoup de suspicions autour. D'accord. Et puis le chef de l'État n'a besoin de personne pour assurer ses arrières. Il a dit... officiellement, on peut retenir que le chef de l'État ne se soucie pas encore donc, de celui qui va le remplacer en 2026. Oui, et sur ce point, je pense qu'il faut se réjouir de la posture du chef de l'État. Parce que dans une démocratie, il ne revient pas à un chef d'État, même si il a pu asseoir un système. Je pense que s'il gouverne bien, il n'a pas forcément besoin de quelqu'un de son camp qui lui succède et qui veille sur ses intérêts entre griffes. Parce que d'abord, ça ne marche jamais à 100%. Il y a des pays, déjà en Afrique, où les chefs d'État ont tout tripatouillé, ont manœuvré pour imposer leurs dauphins. Et 2 jours après, dès que les dauphins prennent le pouvoir, on a vu que c'est le divorce entre le prédécesseur et le successeur dauphin. Donc ça n'a jamais marché. Donc, dans une démocratie, l'idéal, c'est que celui qui
prend le pouvoir, celui qui bénéficie de la confiance de la population, gouverne en toute impartialité, en toute justice, de sorte que quand il ne sera pas là, que le peuple puisse juger son successeur sur la base de son propre bilan. Mais si le successeur va prendre le pouvoir et être esclave de celui qui est parti, commencez par veiller sur ses arrières, commencez par défendre ses intérêts. Là, vous avez que rapidement, on gouverne, commence à se mettre à gouverner contre le peuple. Et c'est là que les crises sociopolitiques naissent. Vous voyez, donc, Patrice Talon, en cette matière, je pense que il est une école lorsqu'il dit je n'ai pas besoin de quelqu'un pour construire mes arrières. Je laisse le peuple choisir celui qui lui sera loyal. Ça, c'est très important. Dans une démocratie, je pense que ça devrait être l'idéal, ça devrait être la norme. Quand quelqu'un prend le pouvoir, il n'a qu'à gouverner pour le peuple et non pour celui qui l'a précédé. D'accord. Et puis, pour Patrice Talon, nous, en tout cas, acteurs médias, nous ne jouons pas suffisamment notre rôle dans la planification des débats. C'est une intervention qui n'a pas beaucoup plu à tout le monde. Tout à fait. Cela a choqué. Cela a choqué depuis que j'ai publié le reportage sur les coulisses de cette conférence de presse avec le chef de l'État. Il y a eu beaucoup de réactions de colère que j'ai reçues personnellement en privé. Lorsque le chef de l'État dit que parfois il est outré par la timidité et de la presse béninoise, personnellement, cela m'a gêné. Cela m'a gêné parce que la presse béninoise, il faut l'avouer, ne manque pas d'audace, ne manque pas d'initiative. Malgré ses infidélités, malgré ses carences, la presse fait l'effort d'arbitrer pour que la démocratie fonctionne bien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Nous-mêmes, il y a des pesanteurs que nous affrontons, même si nous ne crions pas sur tous les toits pour dire nous avons tel problème. Il y a des problèmes que nous affrontons. Alors, je prends un exemple, par exemple, l'accès aux sources d'information. Au Bénin, vous allez constater que c'est lorsque une actualité sociopolitique est défavorable à une administration que cette administration vient frapper à la porte des médias pour dire nous avons besoin de vous pour porter telle information auprès du public, pour faire telle sensibilisation. Mais lorsqu'un journaliste initie un sujet et il va frapper à la porte de l'administration, d'abord on le soumet à la lourdeur administrative. On lui dit, voilà, il faut déposer une demande à tel niveau qui va sur le processus, ou bien on lui dit, le ministre n'a pas, son agenda est trop chargé et qu'il ne peut pas vous recevoir. Et ça fait qu'il y a beaucoup de sujets que les journalistes ont du mal à épuiser. Autre chose, nous étions là, depuis que Patrice Talon est là, plusieurs fois on a vu la presse étrangère venir l'interviewer à côté, à Cotonou là. Mais combien de fois vous avez vu la presse béninoise aller interviewer le président français, par exemple? Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que nos confrères qui sont à l'étranger n'ont pas le droit de venir chez nous. Mais ce que je dis, c'est ceci. La crédibilité d'une presse, l'autorité, la notoriété d'une presse nationale dépend aussi du traitement que les autorités font envers cette presse-là. Il faut que les autorités, lorsque la presse dit on a besoin de vous pour éclairer tel ou tel sujet, pour éclairer la lanterne des populations, il faut que ces autorités-là puissent s'ouvrir. Ce n'est pas toujours facile. Quand on dit on a besoin de telle source, c'est très compliqué. Deuxième chose, l'aide de l'État à la presse privée. Patrice Talon est là depuis 8 ans. Est-ce qu'on a eu cette aide-là? Et autre chose. Même la carte de presse, difficilement. Là, même la carte de presse, vous avez vu. La carte de presse qui n'est pas une faveur, qui n'est pas un cadeau que la RAC nous fait, je l'ai toujours dit. On a payé pour cela, ça a été difficile. C'est vrai que la RAC s'est justifiée par la réforme de la carte de presse. Mais nous ne sommes pas 1000 journalistes au Bénin. Il a fallu que l'UPMB lance une campagne pour dire on a besoin de... Vous voyez ça, si ça sort à l'extérieur, vous voyez comment on nous met la honte. Donc la presse béninoise, on peut tout lui reprocher, mais elle fait de son mieux pour que les populations aient accès à l'information. Mais il y a beaucoup de défis que la presse affronte et qui ne sont pas forcément connus du grand public et qu'on peut constater sur son contenu, sur ses productions. Mais quand même, la presse se bat. On ne peut pas la traiter de timide, de paresseuse. Tout à fait. Ce n'est pas... En tout cas, c'est l'opinion donc du chef de l'État, Patrice Talon. Maintenant, sur la question de la, on va dire, de la mise à la retraite d'office donc des militaires, policiers, agents des eaux et forêts, douaniers et autres, Patrice Talon a estimé qu'on doit normalement féliciter son gouvernement pour des mesures sociales, des mesures d'accompagnement donc de ces agents. Et c'est bien le cas.
Oui, tout à fait. Il a dit que c'est extraordinaire que lui ne voit pas un État au monde, sur le plan financier, que lui ne voit pas un État au monde faire cela. Mais le chef de l'État, je me dis que le problème, le débat ne se porte pas ici sur les avantages qu'on a accordés à ceux-là qui sont frappés par la mesure de la retraite et forcée ou anticipée. Ce n'est pas les avantages qui posent problème, mais c'est la mesure en elle-même, bien qu'elle soit prévue par les textes, bien qu'elle soit légale. On se dit, mais est-ce que dans le contexte actuel, est-ce que cette mesure-là est la bienvenue? C'est ça le vrai débat. Est-ce que l'armée béninoise aujourd'hui est déjà assez forte pour qu'on envoie à la retraite 1074 de son personnel? C'est ça le vrai débat. Ce n'est pas les avantages qui posent. Il y a plus de commandants que de commandés. Il a dit, il a dit. Et puis, beaucoup, vous avez en coulisses, beaucoup de choses se disent, pas forcément sur les médias. Les gens se disent, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a le terrorisme qui est là, il y a l'actualité, les élections qui sont là. Beaucoup se demandent, est-ce que le chef de l'État craint quelque chose? Est-ce que c'est pour cela qu'on a envoyé des gens à la retraite forcée? Encore que d'aucuns disent que parmi ceux qui sont allés à la retraite anticipée, les gens n'étaient pas informés. Il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, que dans 5 mois, vous irez à la retraite anticipée. Nous, on a écouté des gens, bien intelligents, on a publié, des gens qui ont dit, mais moi, je suis resté au poste avec quelqu'un la veille, et le matin, le lendemain, il apprend qu'il est désormais à la retraite. Donc ce n'est pas la mesure, ce n'est pas les avantages qui posent problème. C'est la mesure en elle-même. Est-ce que ceux-là, psychologiquement, est-ce qu'ils ont été préparés pour accepter cette mesure-là? C'est un peu comme si je descends de votre plateau et on me dit, Bonaventure, tu es désormais à la retraite. C'est un peu ça, si on doit faire une petite comparaison. D'accord. Autre sujet avec vous, on va parler de cette situation du groupe de presse La Gazette du Golfe qui a été obligé donc de licencier son personnel. Quand on est acteur de médias et qu'on l'apprend, ça fait quand même ça fait réfléchir. Tout à fait. Quand on est acteur de médias et qu'on apprend cela, c'est au retour de la conférence de presse avec le chef de l'État qu'on a vu, on a reçu la lettre que désormais tous nos confrères sont renvoyés, sont licenciés. Et en tant qu'acteur des médias, ça a vraiment bouleversé. Et nous sommes au 21e siècle. Aucun média ne mérite d'être fermé, sauf si le média agit comme les 1000 collines, qui incitent à la haine, qui est tribal, mais dans le cas de Golfe TV, je ne voudrais pas trop me prononcer sur la mesure en elle-même. On a reproché aux médias de faire de l'apologie des coups d'État. Je pense que si on doit discuter de cela, on aura de la matière. Mais moi j'aurais souhaité que cette mesure tienne dans un bref délai. 1 semaine, 2 semaines, pour que le média puisse tirer les leçons de ce qu'on lui a reproché et continuer son travail. C'est près de 100 personnes, non? 100 personnes, selon les informations. Et donc, ça fait 100 personnes qu'on envoie au chômage qui vont s'ajouter à ceux qui étaient déjà au chômage et qui crient, nous voulons lorsque vous lancez un recrutement aujourd'hui, vous dites, vous voulez 5 personnes, vous voyez, c'est 3000 personnes qui viennent déposer leur dossier. Et donc, je pense que dans une démocratie comme celle béninoise, on ne devrait plus être en train de parler de fermeture de médias, de licenciement de journalistes. Donc, moi, je voudrais sincèrement et puis demander aux autorités s'est prononcé sur la question. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de lui? Non, la mesure de licenciement collectif est intervenue après la conférence de chefs. Donc, quand le président était en conférence de presse, il ne savait même pas que... Même nous-mêmes, on ne savait même pas qu'il y aurait un licenciement collectif. Donc, j'aurais souhaité que les autorités prennent ce problème-là au sérieux pour que le média puisse se remettre à fonctionner. C'est très important parce que ça déteint sur notre démocratie. Ouais. De l'extérieur, les gens écrivent pour dire, mais au Bénin, vous êtes encore à cette étape-là.
On parle d'apologie de coup d'État alors qu'aujourd'hui le Bénin est prêt à collaborer donc avec les militaires qui sont au pouvoir au Niger. C'est là même qu'on a du mal à comprendre la mesure. Finalement, qu'est-ce qu'on comprend? Ces militaires aujourd'hui, le Bénin est prêt à collaborer avec eux dans le cadre donc, du partenaire entre le Bénin et le Niger. Quand on reproche à un média de faire l'apologie du coup d'État pour les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tout à fait. Parce que lorsqu'on dit, moi j'ai écouté les chroniques, et qui ont posé problème. Alors, ces chroniques-là ont le malheur d'aller dans le même sens que l'opinion publique dominante à cette époque-là. Parce que partout en Afrique aujourd'hui, il y a une enquête d'Afrobaromètre, le réseau panafricain d'enquête par sondage, qui a prouvé que les populations sont de plus en plus favorables aux coups d'État. Si ces coups d'État-là visent à se libérer d'un chef d'État qui ne répond pas aux attentes de sa population. Vous voyez un peu. Ça veut dire que, quelque part, ce sont les dirigeants qui ont travaillé à ce qu'on en arrive là. Parce que souvent, lorsqu'ils prennent le pouvoir, c'est seulement quand ils ont besoin du pouvoir qu'ils vont passer de quartier en quartier pour convaincre les populations. Dès que vous leur donnez le pouvoir, on a l'impression que ces dirigeants-là ne nous connaissent plus. Vous voyez un peu. Mais regardez ce qui se passe au Sénégal. Si quelqu'un fait un coup, je ne le souhaite pas. Ça, c'est dommage pour la démocratie. Si quelqu'un fait un coup d'État à l'instant T où on parle au Sénégal, il sera acclamé par le peuple. Parce que vous avez vu, depuis quelques mois, on a bâillonné les opposants, on a tiré sur des gens, il y a eu des morts. Et celui-là, sa constitution dit, vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats. Et aujourd'hui, il se présente plusieurs fois, il a dit, moi je ne vais pas faire un 3e mandat. Et il prolonge son mandat de pratiquement 1 an. Mais il a déjà fait un 3e mandat parce qu'il y a un adage français qui dit, une année entamée est une année due. Donc un mandat entamé est un mandat consommé. Donc il a déjà fait un 3e mandat. Vous voyez, alors que la Constitution dit, vous n'avez pas droit à plus de 2 mandats. Et donc celui qui respecte les normes, les dispositions constitutionnelles, ce n'est pas un cadeau qu'il fait au peuple lorsqu'il renonce à un avantage anticonstitutionnel. Et donc, dans ces conditions-là, c'est normal que vous voyez des populations à visage découvert qui disent « moi je souhaite, moi je récite des sommes pour qu'il y ait coup d'État ». Et un média qui dit « faites attention ». Si vous allez intervenir au Niger, les populations ne sont pas d'accord. Les populations encouragent leurs puchistes. Tenez comme de cela. Un média qui le dit, il n'a rien inventé. C'est la réalité, c'est palpable, c'est matériel. Et si on veille punir le média, le rappeler à l'ordre, je pense que pendant 1 semaine, 2 semaines, c'est suffisant. Mais pas jusqu'à aller à la fermeture et puis pratiquement l'assassinat du média. C'est déplorable. D'accord. Bonaventure, on va finir en sport. On va dire 2 mots sur la Coupe d'Afrique des Nations. La finale, Nigeria, Côte d'Ivoire. L'équipe qui a surpris tout le monde, moi je ne m'intéresse pas trop à l'actualité sportive, mais j'ai quand même noté que l'équipe qui a surpris tout le monde dans cette CAN, c'est la Côte d'Ivoire. Personne ne l'imaginait en finale, et puis c'est là. Donc il faut féliciter l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et le Nigeria, on sait que c'est une grande équipe, le Nigeria a de très grands joueurs. Et on va quand même souhaiter que le meilleur gagne. Parce que moi, j'étais en Côte d'Ivoire il y a quelques mois. Et le Nigeria, c'est un pays voisin. Et je ne pourrais pas dire que je soutiens les Ivoiriens contre les Nigériens ou je soutiens les Nigériens contre les Ivoiriens. C'est ce qui est sûr. Nous allons tous rester câblés devant nos petits écrans et suivre. Je souhaite bien un très beau match. D'accord. Merci à vous, Bonaventure Agbon, directeur de publication du quotidien Bénin Intelligent. Merci pour ce regard sur l'actualité. On va se retrouver dans quelques semaines avec d'autres sujets. Également, très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine. Comme je vous l'avais annoncé, c'est Sergi Bessigan qui est avec nous ce dimanche. You on the mic, yeah. Tu n'aimes que moi de toute ta vie, pour
toi t'as trouvé le prince charmant et tu m'as levé sans même si on sait. Tu vois qu'avec moi ce serait un conte de fées. Tu désires passer le restant de tes nuits. Bloque-tu dans mes bras jusqu'à l'autre. Désolé, j'ai pas d'amour à te donner. Dans moi je viens du ghetto. Malheureusement, dans mon monde c'est l'argent, le trône, le luxe, l'amour ne compte pas. Malheureusement, donc après le way, moi je dois zailler, non ne m'attends pas. D'où je viens aimer c'est se planter. Ma vie c'est comme ta zone dans sa jungle. Toi et moi c'est comme le jour et la nuit. Dommage faudrait qu'on se pose malheureusement. Entre nous ça peut pas marcher. Impossible, comprends-moi pour y pas ta vie. Malheureusement, l'amour là c'est impossible. Et tu c'est possible, faut pas te faire, tu ne comptes pas sur moi. Malheureusement, impossible, malheureusement. Ma vie est une mélodie. Tu n'es pas la bonne partition. Comment veux-tu qu'on vive un truc de folie si on ne partage pas la même vision, illusion? Laisse-moi t'avouer que j'en ai marre de faire semblant de t'aimer, d'être plus et trop sincère. Je ne suis pas celui qui pourra te combler. Ma vie c'est comme le cinéma où le bien et le mal sont toujours au rendez-vous. Dommage, faudrait qu'on se pose malheureusement. Entre nous ça peut pas marcher. Impossible, comprends-moi pour y pas ta vie. Malheureusement, l'amour là c'est impossible. Et tu c'est possible, faut pas te dire, tu ne comptes pas sur moi. Malheureusement, les gars auxquels je suis habitué sont des têtes brûlées qui adorent l'alcool. Pas des filles sympas comme toi, bébé, entre nous ça ne peut pas coller. Je suis un SDF en désir, toutes mes nuits je les passe dans des planques. Ma Lova de Sergi Gbességan, c'est notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format ce dimanche. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Comment vous vous portez? Je manifeste la gratitude. D'accord. Auteur, compositeur, interprète, arrangeur, beatmaker, vous êtes tout à la fois. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du grand format. Alors, qu'est-ce qui distingue Sergi Gbességan des autres artistes béninois? Merci beaucoup. Moi, ma particularité, c'est de faire la fusion de la musique traditionnelle et de la musique moderne. Oui. Voyez un peu, parce que je ne sais pas quel type de mélodie je vais jouer aujourd'hui et que les Blancs n'ont pas encore joué. Quel type de flûte que je veux, tout ce qui concerne la mélodie, quoi. Et que les Blancs n'ont pas encore joué. Mais j'ai des percussions de chez moi. Si je prends mon gong, je peux faire des merveilles avec mon gong. Si je prends le taking drum, appelé communément gangan de chez moi, je peux faire des merveilles avec. Donc je crois que tout ce que je peux apporter de nouveau dans ma touche musicale et tout, c'est de faire la fusion de la musique moderne et voilà. Et puis vous êtes entré en musique par vocation, tout simplement parce que ce virus vivait en vous dès votre enfance. À quel moment vous avez pu constater quelque chose qui pouvait en vous en son temps? Je crois que déjà dès le cours primaire, je faisais déjà des interprétations, des poésies et autres là. Et moi, je me démarquais toujours de mes collègues par ma manière de chanter les chansons qui étaient en vogue dans le temps et tout. Donc voilà. Et petit à petit, j'ai commencé par écrire mes propres chansons et tout et voilà. Et la riche culture du Bénin vous a également influencé. Naturellement. Et dans quel environnement avez-vous vécu? Déjà, moi, je suis resté à Boycon et je suis trop culturel parce que moi, j'ai fait assez de couvents, comme on le dit. Je ne suis pas un novice et tout, donc voilà. Tout ça m'a permis de nourrir ce que je fais aujourd'hui comme musique, comme style de musique en fait. Et puis, on va dire, l'expression de votre talent artistique a véritablement commencé au collège. Vous étiez régulièrement sur le podium pour les interprétations. Oui, les journées culturelles et tout. En ce moment, est-ce que vous aviez des modèles? Est-ce que vous aviez des artistes qui vous inspiraient en ce moment? Bon, j'avoue qu'il y avait les grands frères qui nous ont marqués. Parce que Sergi, avant tout, était un rappeur.
Donc on ne peut pas parler du rap sans parler du groupe CCCC, du moins, tout à fait. et sans parler de Mr Blaze. Voyons un peu, il y a beaucoup d'influences, mais j'écoute aussi les Saborans d'Analo. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Je suis assez polyvalent, du coup moi je m'inspire de tout en fait. Je m'inspire aussi de tout ce qui m'entoure. Alors quand on parle de votre première apparition, on va remonter peut-être à 2013 avec le Challenge Hip Hop Academy. Oui, j'avais participé à Hip Hop Academy. C'est vraiment longtemps. C'était comment? Stressant, relax, tout Je dirais stressant parce que c'était mon tout premier apparition de façon officielle et tout. Donc voilà, mais c'est formateur. C'est formateur, c'est tout ça qui m'a poussé à être ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, c'était une belle expérience. Donc voilà. Alors, Attraction, on va dire, c'est le titre de votre premier album de 7 titres. Et le morceau phare qui vous a révélé au public, c'est Belle-Mère. Belle-Mère. Ah là là. Quel est le secret de ce morceau qui a véritablement cartonné en ce moment? Belle-Mère, c'était une chanson assez drôle. Ça racontait une histoire. Tu sors avec la fille et puis voilà, tu sens que tu voulais te plaindre sur ta belle-mère, mais en réalité ta belle-mère te kiffe. Tout à fait. C'est compliqué. Et comment on gère ça souvent? Voilà, moi je ne savais pas comment gérer. C'est pour cela que j'ai fait la chanson. Parce que je me dis que beaucoup sont ceux qui seront dans le cas. Tout à fait. Donc voilà, c'est des faits réels et tout. Voilà. Qu'est-ce que les gens, je ne sais pas si c'est le concept et tout, qu'est-ce qui fait que le titre a vraiment impacté, on va dire, votre carrière en ce moment? Moi, je vais simplement dire que c'est l'histoire. La manière dont j'ai raconté l'histoire, c'était vraiment rocambolesque. Ouais, un peu, donc c'était tout. Et quel était le retour? Est-ce que les fans vous ont fait de bons retours? Naturellement, il y a ceux qui pensent même que j'ai vraiment vécu ça. Moi, je suis un artiste, donc si j'apprends l'histoire, c'est de mon devoir de ramener l'histoire là dans une musique donnée, de faire passer le message et tout. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront dans le cas. Comment gérer ça? Donc, si quelqu'un a des avis, des apports de solutions, ils n'ont qu'à nous proposer ça. Mais jusque-là, je crois qu'après des années, on n'a pas eu d'apport de solutions. Voilà, c'est compliqué. Quels sont les autres titres de l'album Attraction? Sincèrement, il y a très très longtemps. Il y a beaucoup de sons qui sont sortis après. Il y avait Belle-Mère, il y avait Moi Pas Oublié, il y avait Jomido, il y avait plein de morceaux. D'accord, et puis on a connu d'autres. Dis-lui. Dis-lui après. Oui, Dis-lui, c'était un truc. Il y avait Dis-lui, il y a Filimi, il y a Malova qu'on vient de regarder. Ma toute première vidéo officielle d'ailleurs. Aluasio. C'était des séries de freestyle. C'est pas vraiment une sortie officielle, c'était des séries de freestyle pour pouvoir tuer le temps. Voilà, donc. Alors, quels sont les faits de société, ou on va dire, les thématiques que vous chantez régulièrement? Généralement, ou les faits qui vous inspirent autour de vous? Je m'inspire beaucoup plus du quotidien. Je parle beaucoup plus de la vie et de l'amour. Déjà, l'amour, c'est la vie. Donc je parle beaucoup plus de la vie, du quotidien et tout, de l'espoir, du courage et tout. Voilà. D'accord. On va dire au départ rappeur, et puis ça a évolué, vous avez évolué dans la rock music et tout, et bien d'autres rythmes également. Alors pourquoi ce mélange? Est-ce qu'on ne peut pas définir Sergi Béségan à un rythme musical donné? Et comme je viens de le dire, moi ma particularité c'est de jumeler, c'est de faire de traduire moderne. Voilà, donc Sergi rappeur, Sergi chanteur, parce que aujourd'hui pour mieux faire passer un message, le mieux c'est de chanter pour que ça soit accessible à tout le monde, parce que le rap c'est tout un processus et tout. Donc je me dis que pour que ça passe librement et tout, le mieux c'est de chanter. Donc voilà. Alors Sergi Béségan, on va dire qu'il est beaucoup plus attaché à la jeunesse, et ce morceau Mes rêves traduit cet engagement. Qu'est-ce que ce morceau dit aux jeunes? J'exhortais les jeunes à prendre leur vie au sérieux, parce que je me dis qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Dieu nous a déjà tout donné. Ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien de se torturer et tout pour dire ça ne va pas, ça ne va pas. Tu as tout ce qu'il faut pour évoluer. Donc c'est à toi de travailler, c'est à toi d'activer en toi cette lumière qui sommeille en toi. Voilà, donc c'est un message fort pour mes chers confrères, la jeune génération, de ne jamais désespérer, de toujours travailler. D'accord. On va marquer une courte pause pour suivre une séquence du morceau et Merci, signé Sergi Béségan. On revient sur ce plateau pour la suite de notre entretien.
energy on the mic. Yeah. On m'a toujours dit, Sergi tu es fort, tu as tout ce qu'il te faut pour battre le record. C'est clair, t'as le talent, peut-être pas le bras long. Il y a beaucoup de stars qui te viennent même pas au talent. Merci, mais combien ils sont à m'épauler dans mes journées sans lumière, combien viennent m'éclairer. Ils savent pas ce que je vis en vrai, mais Dieu merci, tout est grâce, ce qui est fait. Nuni yosi wesu kame biresi. Not never see who cambia mele zombie back be checkbo pere kudono nu meto alago nu meto chele no chano mi. Cette séquence de morceaux, merci de notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, à qui est dédié ce merci, on va dire? À tous ceux qui de nous de près me portent leur soutien et tout, parce que j'ai écrit ce texte à un moment donné où je passais des journées sans lumière, voyez un peu, et triste de constater que quand ça va pas, il y a peu de personnes qui pensent à toi, il y a peu de personnes qui savent ce que tu vis, savent pas ce que tu vis en vrai. Voyons un peu, du coup, je me dis, il y a certaines personnes, ton silence suffit largement pour qu'ils comprennent ce que tu dis. Tu n'as pas besoin de parler et tout. Donc, je leur dis un grand merci à tous ceux qui soutiennent Sergi, tous ceux qui, voilà, Sergi, en inbox, demandent après moi et tout. C'est vraiment important parce que la vie, c'est pas forcément le côté financier. Hein. Tout à fait. Il y a aussi l'attention qui est très primordiale. Donc, voilà. Donc, merci, ça va à l'endroit de mes fans, de tous ces donateurs dans l'ombre qui sont dans l'ombre et qui, voilà, vous soutiennent, voilà, qui opposent et tout. Actuellement, vous êtes avec le label Superman Record. Alors, la collaboration, comment ça sera ça? Je tiens d'abord à saluer le directeur du label, M. Dameou Rabital, Kochadji. Pour moi, c'est un papa de valeur parce qu'il m'a toujours aidé depuis près de 10 ans, hein, je crois. Je suis toujours sous Superman Record. Donc voilà, on travaille comme on peut, on essaie de pousser les choses comme on peut. Mais tout va bien. Tout va bien. D'accord. Et depuis toujours, votre objectif, c'est de toucher le sommet et y rester. Est-ce que vous y êtes en ce moment? Non, pas encore. Oui. Ça reste beaucoup. Qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Ça reste beaucoup à faire. Ça reste beaucoup à faire. Déjà, il faut conquérir d'abord mon cher pays avant de vouloir viser l'international. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je me dis que voilà, je fais ce que je peux, mais je ne suis pas encore là où j'ai envie d'être. Donc, il y a beaucoup de travail. On travaille pour ça. Beaucoup de travail encore. Voilà, Inch'Allah. On va toucher le sommet un jour et y rester. Et pour vous, la porte la mieux fermée est celle que l'on laisse ouverte. Alors pourquoi qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette pensée? Pour moi, c'est une manière de dire que plus tu t'attaches à quelque chose, plus tu as l'impression que tu as la chose, mais en réalité, tu n'as rien. Voyons un peu. C'est une manière de dire ne restons pas figés. Ne restons pas collés à quelque chose et dire que bon voilà c'est ça on doit faire, il faut lâcher prise. Souvent c'est là où, comme on le dit, chercher sans trouver, c'est trouver sans chercher. Donc c'est juste une manière c'est ma manière de l'expliquer en fait. Oui. Et votre, on va dire, votre dernier morceau qui vient définitivement vous imposer donc sur la scène musicale béninoise, le test, la mélodie, le décor, tout était au point. Avant d'en parler, on va sur une séquence de Aïe.
Voilà donc pour l'extrait du morceau Aïe. Sans doute ce morceau cartonne donc, et connaît du succès. Vous êtes là dans la posture, on va dire, d'un souverain dans le clip avec ses Amazones. Quelle est son histoire? Bon, Aïe, c'est un son, vraiment, je ne sais comment l'expliquer, c'est spirituel. Parce que je ne peux pas dire exactement ce qui m'a inspiré à écrire ce morceau. Je crois que je vais juste résumer en disant que j'essaie d'imaginer la vie comme un marché où on ira pour faire des emplois chez moi, c'est de réaliser, c'est de pouvoir accomplir ses désirs, ses rêves et tout, avant de repartir. Je vous n'allais pas de dire qu'avant de trépasser. Donc voilà, je vois la vie comme un marché. Quand on dit que Belle-Mère vous a révélé au public béninois, Aïe, qu'est-ce que Aïe fait? Parce que j'ai l'impression que Aïe vient mettre encore la lumière sur l'artiste que vous êtes. Je crois qu'on va juste dire que Aïe est venu confirmer ce que l'artiste fait depuis des années, depuis Belle-Mère et tout. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Le morceau est sorti en juillet. Oui. En juillet 2023. Oui, aujourd'hui, le niveau de promotion, le succès, comment est-ce que bon, ça va, moi je suis vraiment fier du retour que j'ai de Aïe. Parce que, comme vous avez su le dire, c'est le premier son qui a vraiment qui m'a révélé au grand public et tout, parce que Sergi était là depuis longtemps. Avec Aïe, on me connaît davantage. Et c'est justement grâce à ce son que vous avez été nominé pour meilleur artiste de l'année. C'est déjà une victoire pour vous. Oui, c'est déjà une victoire pour moi. Donc, voilà. Donc je suis pas déçu, je suis satisfait du résultat et tout. D'accord. Le succès, comment vous le savourez? Est-ce que ça vous motive donc à faire encore beaucoup plus Le succès par rapport à Aïe ou bien le succès par rapport à mais naturellement. Oui. Naturellement, ça me motive beaucoup et je crois que ça donne de l'espoir. Ça prouve que voilà, ce qu'on fait depuis des années, voilà, on mûrit et tout. Donc voilà. D'accord. Après Aïe, quels sont, on va dire, vos projets? Qu'est-ce que vous préparez pour vos fans? Dans les coulisses, qu'est-ce qui se prépare? Déjà, on va commencer la rentrée artistique, de mon côté bien sûr, avec une sortie d'ici là. Nécessairement, on va faire une nouvelle sortie. Donc ça va. Je vais laisser encore le public, mes frères, mes chers confrères, voilà, et donner leur avis par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, je ne vais pas les décevoir. Voilà. On va toujours mettre le papier, on va toujours toucher les cœurs, on va toujours changer des choses dans la vie des gens. Voilà. D'accord. Un mot à l'endroit de vos fans, un mot de remerciement à tous les fans qui vous soutiennent. Je dis simplement un grand merci. À tous ceux qui kiffent Sergi, à tous ceux qui adorent ce que je fais et tout, voilà. Merci, infiniment merci à vous. On va finir, on va reprendre le morceau Aïe. Est-ce que ça vous dit? Il n'y a pas de souci. On y va? Je le fais en acapella, oui, c'est ça? Allez-y. Bon, on va juste faire le refrain. D'accord, on y va. Bemea hiwe pomi wae Jolona pe alors Mansanu podwa le deji Chobono leko Nga hiwe pomi wae Jolona pe alors Mansanu podwa le deji Chobono leko ae. Sergi Ahovi Bességan en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Félicitations pour le succès de Aïe. On va dire bon courage à vous. Merci. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 11 février 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Koulo, Seta, Adiawara. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Mansanu, Bodwa Leji, Chobono Leko, Nahi, when you want me,